On croit toujours qu'Haïti a touché le fond, mais ce pays francophone des Caraïbes s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Un an après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la rentrée scolaire a dû être reportée d'un mois à cause de la crise économique et l'insécurité. La répression des manifestations a fait plusieurs morts la semaine dernière. Avec nous pour en parler, Frédéric Thomas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste d'Haïti, chercheur au CETRI, centre de recherche basé à Louvain-la-Neuve en Belgique. Et avec nous en plateau, Grégoire Doniot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de TV5 Monde. Mais si vous êtes sur ce plateau ce soir, c'est parce que vous avez été le dernier journaliste à interroger le président Jovenel Moïse. On va voir tout à l'heure les conditions de cette entrevue à Port-au-Prince, mais d'abord, diriez-vous que cet assassinat, il y a un peu plus d'un an, a aggravé la situation? C'est clair que ça l'a pas arrangé. Elle était déjà très mal partie, parce que le président Jovenel Moïse n'était plus du tout bien vu par la population ni par les autres hommes politiques. Il était un peu tout seul, il était isolé, et donc depuis la situation n'a qu'empiré, puisqu'il a été remplacé par son Premier ministre, qui est lui-même suspecté de l'avoir assassiné. Donc la rue s'est emparée du pouvoir, les gangs se sont emparés du pouvoir, sachant qu'il y a aussi des gangs qui travaillent avec le gouvernement. Voilà, donc la situation va très très mal et ça s'aggrave de jour en jour. Frédéric Thomas, quelles ont été les conséquences, selon vous, de cet assassinat du président Jovenel Moïse pour Haïti? Mais malheureusement, ça a été un épisode de plus dans la descente en enfer du pays. C'était vraiment le marqueur d'une gangstérisation de l'État qui s'est poursuivie, même radicalisée, accélérée au cours de ces derniers mois. Une gangstérisation de l'État? Oui, parce que, comme l'a été dit, il y a de plus en plus de documents de dénonciation, de liens entre des hommes d'affaires, de la classe politique et la police et ces gangs armés qui occupent actuellement plus de 60% de territoire de la capitale Port-au-Prince et qui étendent leur pouvoir et qui bénéficient d'une impunité quasi totale. Et justement, 7 juillet 2021 à Pétionville, le président Jovenel Moïse est donc assassiné. Retour sur les mois de crise, pour ne pas dire l'année qui a suivi, avec Anaïs Fourtade. Après la stupeur, le recueillement. Des funérailles nationales se tiennent au Cap haïtien pour honorer la mémoire de Jovenel Moïse. Le président haïtien a été assassiné à son domicile par un commando armé. Martine Moïse prophétise des heures sombres en Haïti. Si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Un an plus tard, alors que l'enquête piétine, Haïti s'enfonce dans la violence. L'insécurité grandit sous l'emprise des gangs armés. Ils contrôleraient jusqu'à 60% de Port-au-Prince. Selon l'ONU, 1,5 million de personnes seraient prises au piège. Des familles entières quittent la capitale pour tenter de fuir l'insécurité et la pauvreté. Car la crise est aussi économique. L'inflation atteint des niveaux historiques près de 30%. Pénurie de carburant, cherté de la vie, chômage, les Haïtiens sont résignés. Nous faisons face à la misère, la faim et nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. Le gouvernement ne sert à rien. Nous demandons son départ. Il faut qu'il s'en aille. Une crise de confiance exacerbée par le dysfonctionnement des institutions et l'absence d'un calendrier électoral. La présidence est vacante depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Alors que le gouvernement lui rend hommage, le Premier ministre haïtien dit porter ses regards vers l'avenir. La mort du président doit être le dernier acte d'une période d'ignominie et d'intolérance. Depuis des mois, certains Haïtiens choisissent de quitter le pays en quête d'un avenir meilleur. Les Nations Unies ont indiqué avoir débloqué en urgence une enveloppe de 5 millions de dollars, une goutte d'eau pour faire face aux multiples crises que traverse Haïti. Voilà, Grégoire Doniot, ce qu'on aimerait comprendre ce soir, c'est que vous a dit Jovenel Moïse lorsque vous le rencontrez 2 mois avant son assassinat. Était-il au courant de l'État? Je veux dire, notre invité nous parle ce soir de gangstérisation de l'État haïtien. Oui, il était au courant de l'État. Il est même lui-même accusé par beaucoup de gens de son pays d'être totalement corrompu. Ouais. Mais il m'a tout de même parlé... Autoritaire aussi, on a comparé avec le régime des Duvalier. Oui. Alors lui, il m'a parlé beaucoup de ces oligarques, donc ces hommes très riches en Haïti. Il y en a quelques-uns qui contrôlent une grande partie du pays et qui empêchent
la démocratisation de ce pays. C'est sa théorie. Et la corruption, il n'arrivait plus à remettre la main sur les milliards qui ont été donnés par la communauté internationale après le tremblement de terre 10 ans plus tôt. Donc tout ça avait disparu et il mettait tout ça sur le dos de l'oligarchie qui était contre lui. Lui-même étant accusé d'être corrompu et étant accusé aussi de travailler avec des gangs. Il y a un célèbre chef de gang surnommé Barbecue. Donc vous imaginez bien pourquoi. Il avait tendance à faire brûler ses adversaires. Qui est soupçonné d'avoir travaillé beaucoup avec Jovenel Moïse. Donc, mais il se savait menacé, l'ancien président. Il se savait, il se déplaçait plus. Il ne sortait plus. Moi, j'avais été au moment où il y avait un moment avec lui, au moment où il y avait une grande fête qui est la fête de Vertières, qui est l'acte qui a fait l'indépendance de Haïti. Voilà. Et normalement, le président, il va tout le temps. Mais c'est dans le nord du pays. Il ne pouvait plus sortir de Port-au-Prince. Et à Port-au-Prince, il n'allait que du palais présidentiel à son domicile qui était hyper sécurisé. Et vous avez aussi rencontré un chef de gang, on va y revenir dans quelques instants, c'était à Cité-Soleil où vivent 400 000 personnes à Port-au-Prince. Frédéric Thomas, je me tourne vers vous. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui et que peut faire le Premier ministre actuel qui, semble-t-il, pour l'instant, a choisi la répression? On a eu plusieurs morts la semaine dernière. Oui, mais je pense que le Premier ministre actuel, plus que son impuissance, a démontré son indifférence à la situation de la population et ses liens avec ses bandes armées. Donc il a l'impunité, il n'y a pas d'avancée sur l'enquête, ni sur la mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse, ni sur les massacres, ni sur les affaires de corruption. Il y a un statu quo, il y a une dégradation généralisée et c'est un Premier ministre qui ne gouverne que par Twitter et en rendant compte uniquement aux instances internationales et pas à la population haïtienne. Donc la question, c'est moins la marge de manœuvre de ce gouvernement que sa volonté réelle d'un changement. Grégoire Degnaud, je le disais, vous avez rencontré un chef de gang à Cité-Soleil. Et là, c'est effarant, la puissance qu'ont ces gangs, outre la violence, c'est le pouvoir qu'ils ont. Ah, ils ont un pouvoir énorme. Donc là, ce monsieur dirigeait dans Cité-Soleil une partie de Cité-Soleil, qui est le quartier Bel-Écout, qui était en conflit contre un autre quartier, qui est le quartier Boston. Il s'appelle Isaac Andris. Et je l'ai rencontré. Et lui, il avait tout pouvoir sur son quartier. C'est-à-dire, il dirige tout. La population est totalement à sa botte. Aucune force de l'ordre, aucune ambulance, rien ne peut rentrer dans l'aide humanitaire. C'est les policiers lui demandent l'autorisation, l'appellent directement. J'ai assisté à cette conversation, l'appelle directement au téléphone pour lui demander s'il veut bien s'occuper de prendre l'aide humanitaire. Il dépose l'aide humanitaire à l'entrée du quartier. Il y a des hommes en armes qui récupèrent l'aide humanitaire. C'est eux qui s'occupent à l'intérieur du quartier de la distribution. Derrière ce scénario. Voilà. Et lui, il discute directement avec des membres du gouvernement aussi. Donc, avec le port qui est juste derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gangs contrôlent, y compris le port? Il y a plus beaucoup de trafic maritime puisque le port est juste derrière Cité-Soleil et c'est trop dangereux puisque les camions se font attaquer quand ils sortent du port avec de la marchandise ou prélever une dîme. Puis si elle n'est pas prélevée par eux, elle sera prélevée par les policiers qui n'ont pas de matériel, pas de munitions, pas de salaire, souvent qui ne sont pas payés pendant plusieurs mois. La dernière fois, je crois qu'ils ont mis 9 mois à être payés, juste 1 mois. Donc effectivement, c'est un gros problème. 1,5 million de personnes seraient prises au piège des gangs armés à Port-au-Prince. Frédéric Thomas, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'insiste, comment expliquer ce phénomène impuni, en fait, et qui ronge Haïti? En fait, on peut voir Jovenel Moïse a été victime de la violence qu'il a instrumentalisée et entretenue. Et cette violence a servi largement à réprimer, à barrer la route au mouvement social inédit de grande ampleur qui a pris la rue en 2018-2019 pour exiger la fin de la corruption, l'impunité, un changement politique, une véritable refondation des institutions publiques. Et la réponse de l'État, ça a été d'utiliser ces bandes armées pour bloquer ce mouvement social. Et on le paye encore, enfin les Haïtiens et les Haïtiennes le payent encore aujourd'hui avec malheureusement une communauté internationale qui continue à soutenir un gouvernement. Alors justement, j'allais vous poser la question parce que tous les deux vous nous dressez un tableau sombre et qui est terrible d'Haïti. Mais on a le sentiment que c'est un huis clos terrible pour les Haïtiennes et les Haïtiens. C'est un pays qui est totalement délaissé par la communauté internationale. On pense notamment à des pays comme les États-Unis et la France qui ont quand même une influence historique sur ce pays.
Mais pour moi, ces pays-là font partie du problème et pas de la solution, parce qu'ils continuent à soutenir un gouvernement qui est impliqué avec ces bandes armées, qui assure un statu quo qui est fait d'inégalité, de corruption, d'impunité, et qui barre tout changement, alors qu'il y a une proposition de la société civile depuis plus d'1 an qui essaie d'une transition de rupture. Or, au nom de la priorité aux élections, on a empêché cette solution. Aujourd'hui, 1 an après, on se retrouve avec aucune perspective pour les élections et aucune transition et encore moins de rupture. Grégoire Deniaux, sur l'influence, je disais, des États-Unis ou de la France, mais surtout des États-Unis, la question c'est aussi comment soutenir et intervenir dans un pays qui vit cette situation. Alors, on intervient certainement politiquement. Jovenel Moïse était accusé d'avoir été mis en place par son prédécesseur Michel Martelly, qui était lui-même un homme des Américains. Donc, tous ces gens dépendaient des Américains. Très bien, il y a un moment, il y avait des forces de sécurité, on avait des forces de gendarmerie, il y avait même des gendarmes français, américains, en fait, de plein de pays. Ils sont partis, mais ils continuent à jouer de l'extérieur. La question de la continuité, sauf que les Haïtiens sont plutôt, comme disent les jeunes, en mode dégagisme, quoi. Ils veulent plus de cette classe politique. Voilà, ils veulent plus de cette classe politique. En même temps, vous savez qu'ils gouvernent tout seuls, puisqu'il n'y a plus de députés, il n'y a plus d'Assemblée nationale, puisqu'ils ils ne sont plus élus depuis 2 ans ou un an et demi, je crois. Jovenel Moïse ayant décidé de ne pas refaire des élections tout de suite. Donc tout ça fait qu'il y a une cacophonie. Il dirige, comme le disait très bien monsieur tout à l'heure, il dirige avec la communauté internationale sans en référer au peuple haïtien, et son gouvernement n'est pas vraiment un gouvernement. Ils sont là pour faire illusion, mais en fait, il gouverne tout seul et isolé dans son palais, avec des aides internationales qui n'arrivent pas forcément au bon destinataire. Et juste en 30 secondes, Frédéric Thomas, le mot de la fin sera pour vous. S'il y avait une lueur d'espoir pour Haïti, quelle serait-elle ? L'espoir, il réside dans les Haïtiens et Haïtiennes qui ont pris la rue depuis 2018 et qui continuent à exiger un changement, une rupture, à refonder ces institutions publiques et avoir un gouvernement vraiment de souveraineté nationale et populaire. C'est là que réside l'espoir pour Haïti. Le salut des Haïtiens par les Haïtiens. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Frédéric Thomas. Merci Grégoire Deniaux pour cet éclairage. Je rappelle que vous avez été le dernier à interviewer donc Jovenel Moïse, assassiné il y a un peu plus d'1 an.